Bonsoir, j'ai vraiment le plaisir de recevoir Blaïd Abban pour un nouveau livre, disons, paru aux éditions Coucou de notre ami Areski Larbi. Ce livre, c'est Ben Bella Kafi Ben Nabi contre Abban, les raisons occultes de la haine. On revient encore sur le double assassinat de Abban, puisqu'il a été assassiné une fois réellement en 57, et puis depuis, on n'arrête pas de l'assassiner une deuxième fois. Mais c'est plutôt des tentatives d'assassinat parce qu'on n'y arrive vraiment pas. Plus on l'assassine, plus on est. Voilà. Alors, Blaïd Abban est professeur en médecine, d'abord, si j'ose dire. Ensuite, il est diplômé en sciences politiques. Et il a déjà commis un livre, il est passionné par l'histoire de la guerre de libération. En particulier, il a écrit un livre qui s'appelle L'Algérie en guerre, Abban Ramdan et les fusils de la rébellion en 2008 chez l'Harmattan. Et il nous a préparé un livre qui va paraître, qui s'appelle Abban Ramdan, Vérité sur un assassinat programmé, qui paraîtra dans les mois qui viennent. Alors je l'ai dit, il est passionné d'histoire, et puis pour un tas de raisons, dont aussi, comme il est de la famille de Abban Ramdan, il le dira, il a aussi, il s'est donné pour mission de rétablir un certain nombre de vérités historiques sur Abban Ramdan, son action, sa vie, etc. Des choses qui ont été vraiment déformées, et c'est l'un des fils conducteurs de son livre. Alors, j'ai dit que Abban Ramdan a été assassiné 2 fois. La première fois, c'était en 57, donc dans des circonstances sur lesquelles il va sûrement revenir plus en détail. Mais on lui a tendu un traquenard. Il a été accompagné par Krim et Mahmoud au Maroc. Ils ont été reçus par Boussouf qui va les séparer, et puis il va être étranglé. Il va être étranglé probablement par 2 sbires de Boussouf, et probablement Boussouf lui-même a mis la main à la pâte, semble-t-il. Ça, c'est le premier assassinat. Et puis on va assister à quelque chose qui est extraordinairement aberrant, puisque après ça, après ce crime fondateur, cet assassinat fondateur, le FLN va se fendre d'un communiqué qui disait qui rendait hommage, c'est un chef-d'œuvre de perfidie politique qui est, à mon avis, malheureusement, l'un des fondements de ce que l'Algérie allait devenir par la suite. Donc ça, c'est le premier assassinat. Le deuxième, c'est très régulièrement, certains responsables politiques dans Dombella, c'est peut-être le seul fil conducteur dans sa pensée politique, c'est de taper sur Abban. Donc très régulièrement, il revient dessus, mais il n'est pas le seul. Le livre a été fait essentiellement autour de la polémique lancée par Ali Kafi en 99. Ali Kafi, qui est ce responsable subalterne de l'ANN, que les circonstances de l'Algérie indépendante dans les années 90 ont porté à la tête du HCE, qui venait d'écrire ses mémoires, et puis qui accuse Abban Ramdan d'un certain nombre de choses, dont un acte de trahison, en tout cas de contact avec l'ennemi. Il a été condamné par la justice à retirer le passage incriminé de son livre, ce qui est extraordinaire, sachant ce qu'est la justice en Algérie. Malgré tout, voilà. Et puis d'autres personnages aussi qui s'en prient régulièrement à Abban, dont Malek Ben Nabi. Voilà, donc on va parler de tout ça. Alors, d'abord, bonsoir, Belaïd. Bonsoir. Écoute, je suis très content que tu sois là, parce que tu le sais bien, Abban, on a déjà fait un colloque à l'ACB il y a quelques années. C'est une question qui n'est pas résolue, hein, parce que on part du principe que l'assassinat d'Abban, c'est l'assassinat d'une alternative politique plus que d'un individu.
On va le voir aussi parce que il y a quand même dans les griefs retenus contre Aban, il y a un certain nombre de choses qui sont d'ordre politique et idéologique. Alors, ma première question, c'est pourquoi tu as écrit ce livre et à quoi ça correspond, ce livre assez polémique, et tu l'assumes. Tout à fait. Bon, d'abord, je tiens à saluer l'assistance et je remercie les nombreux amis qui sont venus assister à ce débat. Donc, tu as un peu anticipé sur le prochain livre en parlant de l'assassinat. Je ne voulais pas vous dire parler beaucoup de cet aspect-là, puisqu'il y a un livre qui est prêt à sortir et qui sortira en principe dans le prochain mois, l'année prochaine, je pense, et pour lequel je serais heureux de revenir si tu m'ouvres encore les guillemets l'année prochaine. Tu es déjà invité. Voilà, donc l'objet de notre réunion d'aujourd'hui, c'est précisément ce livre. C'est un... Parle dans le micro parce que je crois qu'on... Oui. Oui, donc c'est un... Je peux vous faire la confidence tout de suite. C'est un livre dont qui ne me conduit pas de bonheur parce que j'ai été amené à révéler un certain nombre de vérités qui ébranlent les dernières illusions que l'on peut se faire sur nos dirigeants, particulièrement Ben Bella et Kafi. Donc maintenant, si je peux faire très brièvement la genèse de ce livre, si vous voulez, écrire sur Aban, c'était une idée qui me tarabustait depuis de nombreuses années. J'avais donc accumulé un certain nombre de documents depuis le début des années 80. Et puis l'attaque de Ali Kafi en 1999 a précipité l'écriture de ces livres. Initialement, je voulais faire un livre pour répondre donc à Kafi, Ben Bella et bien entendu à Ben Nabi. J'avais découvert tout à fait fortuitement que Ben Nabi, qui était en périphérie très lointaine du mouvement national et de la révolution, ça a été pris à Ben de la manière la plus irrationnelle, la plus éhontée. Et ces trois personnages qui sont en fait les trois principaux contempteurs d'Aben, je me suis dit il faut quand même faire une réponse parce que c'est pas possible de laisser les choses en l'état. Et donc j'avais commencé à écrire et puis voilà, les choses grossissaient, je faisais des recherches et c'est comme ça que j'ai été amené à écrire un millier de pages. Et puis les choses se sont très vite clarifiées. Il y avait en fait deux livres, deux gros volumes. L'un qui était consacré à la période, si vous voulez, au conflit algéro-français. Et j'étais obligé de remonter aux sources de ce conflit, c'est-à-dire à la conquête coloniale, une conquête, et puis à l'expansion. C'était ce qu'on appelle ce que des historiens ont appelé la dévastation méthodique, pour expliquer comment les choses se sont passées de manière extrêmement violente pendant la guerre de libération nationale. Et donc ça a donné le premier livre que certains connaissent sous le titre de l'Algérie en guerre, Aben Hamdan et les fusils de la rébellion, qui a été édité chez Larmat en 2008 et puis réédité ensuite par le ministère de la Culture en 2009 pour le Festival panafricain et ensuite réédité par Casbah qui a racheté les droits chez l'Harmattan sous le titre de Résistance algérienne. Ils ont conservé Ben Hamdan et les fusils de la rébellion. Mouloud Achour voulait au départ le changer en intitulant Ben Hamdan et les fusils de la liberté. Je lui ai dit non, c'est pas ce que j'ai voulu écrire. Les fusils de la rébellion, en fait, c'est une double entrée. C'est Aban qui a fait des fusils de la rébellion. Il en a fait des résistants nationaux. Et c'est en même temps ces fusils de la rébellion qui vont ensuite devenir hégémoniques et confisquer politiquement la révolution au profit des militaires. Voilà donc l'objet du premier livre. C'est d'abord le retour aux sources du conflit algéro-français, la colonisation, une conquête sauvage, dévastation méthodique, ensuite le réveil politique du peuple algérien jusqu'au 8 mai 1945, où des choses terribles, comme vous le savez, se sont passées, et puis l'évidence s'est imposée que seule la lutte armée pouvait mettre fin au système colonial et à sa domination inique. Je crois qu'il y a un problème de micro là. Donc la troisième phase de ce livre, c'est bien entendu la guerre de libération nationale.
avec pour fil conducteur le rôle que jouait Arben. Ce n'était pas une biographie, puisque la biographie sera développée dans le prochain livre. Donc, et puis il y avait un deuxième volume auquel était initialement intégré celui-ci. Ça faisait 700 pages. Et vous savez très bien que les éditeurs n'aiment pas beaucoup les livres trop volumineux. Et puis j'avais eu l'idée de le séparer parce que d'abord le ton était très différent du reste, puisque celui-ci c'est un ton un peu rude, et puis ça fait pamphlet que livre qu'essai. Et en plus à cause du volume, et je voulais aussi le séparer parce que je voulais le publier précocement. Je ne voulais pas tomber dans le même travers que les contempteurs d'Arben l'attaquaient alors qu'il ne peut plus le répondre. Donc je l'ai sorti, et d'ailleurs ce jour-là, quand j'ai pris la décision, j'en ai parlé avec mon ami René Galissot. Il m'a encouragé à en faire un livre à part et à le publier précocement. Je lui rends justice, il est là, et donc il fallait que je le dise. Voilà, donc ce livre-là est sorti précocement pour la raison évidente que je viens de vous dire. Il fallait qu'il sorte du vivant, en tout cas de Belbela et de Kafi. J'avais flairé juste, puisque 2 ou 3 mois après la sortie du livre, Belbela devait décéder. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, le jour où on avait annoncé la sortie pour le 25 février, on avait annoncé également la mort de Belbela. Et l'éditeur m'avait appelé, il m'a dit on va sursoir. J'ai dit ok. J'ai dit ce serait inélégant de publier un livre alors que l'intéressé, principal intéressé en tout cas, passait de vie après. Finalement, c'était une rumeur et on a sorti le livre. Et puis 2 ou 3 mois après, il est décédé. Naturellement, je ne pense pas que Belbela ait lu ce livre parce que dans l'état où il était, je ne crois pas que c'était possible. Voilà, l'essentiel est qu'il soit sorti du vivant de Belbela. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce livre? Je vous ai dit, il s'adresse en fait à ces 3 contempteurs d'Arben. Ben Nabi, qui a écrit Le problème des idées dans le monde musulman en 1970 et qui lui-même devait décéder en 1973. Je n'ai pas eu de problème de conscience pour lui répondre alors qu'il est décédé, parce qu'il a utilisé les mêmes procédés. Le deuxième contempteur, c'est Ali Kafi, 1999. Il a violemment et durement attaqué Arben, non pas sur des problèmes de stratégie, de doctrine, d'idées, de vision, mais des attaques ad hominem, des attaques contre la personne. Et puis, sans absolument avoir le moindre début de preuve, il avance l'idée qu'Arben avait ouvert des canaux secrets avec l'autorité coloniale, ce qui n'a jamais pu démontrer, ce que personne d'autre n'a pu démontrer, ce que même ces assassins n'ont jamais avancé comme argument pour le liquider. La technique de Kafi, bien sûr, c'est de calomnier, en sachant que, comme dit Shakespeare dans Hamlet, il n'est point de vertu que la calomnie ne puisse atteindre. Et effectivement, la calomnie de Kafi a sans doute laissé quelque chose dans les esprits, puisque nous savons que si on va sortir sur Internet, il y a toujours des gens qui essaient de trouver des problèmes. Le deuxième contempteur, donc je les cite chronologiquement, le troisième plutôt, c'est Benbella. Alors Benbella, le véritable problème, c'est le congrès de la Soumam auquel il n'a pas assisté sur les conseils de son mentor égyptien qui lui avait déconseillé de se rendre à la Soumam de peur d'y être liquidé par Arben. Et de fait, un témoin, dont je ne peux pas citer le nom, sur sa demande, a dit que si Benbella avait été à la Soumam, Benhidi Arben l'aurait probablement jugé pour faute de trahison. 2 choses en fait, pour avoir dénoncé tout l'organigramme de l'os et pour avoir livré tous les secrets de la révolution algérienne au service secret égyptien. Il n'y avait plus de secrets pour les Égyptiens. Donc le premier problème c'était ça, le congrès à la Soumam, et puis il s'est fondu de critiques absolument, moi j'ai appelé ça le charbonnier de la nuit, qui ramasse n'importe quelle vipère dans son fagot et qui pense pouvoir en faire des poisons venimeux. Notamment, Arben a épousé une Française, comme si d'avoir épousé une Française était l'acte le plus rédhibitoire et qui pouvait mettre la révolution algérienne en danger. Et je vous passe toutes les calomnies possibles. Sur le congrès de la Soumam, il avance même le fait que la France est derrière le congrès de la Soumam. Il a dit, j'ai pas lu la plateforme, mais que la France est derrière le congrès de la Soumam.
Et si vous voulez appeler Abban traître, eh ben appelez-le traître. Et ça, c'est la réponse du berger à la bergère, parce qu'Abban, il a toujours dit que Belbella était un traître. Et je vous renvoie à l'indépendance confisquée de Belbella, plutôt de Abbas, où souvent il cite cette phrase de Abban qui traite Belbella de traître. Et il ne lui a bien entendu jamais pardonné la dénonciation de tout l'organigramme de l'os, et bien sûr sa fuite très louche de la prison de Mida. Pourquoi très louche? Parce qu'on dit que Belbella, c'est pas on dit, c'est le général Jacquin qui dit, parce qu'il faut lui renvoyer, il faut renvoyer Belbella à ses propres turpitudes, il faut quand même citer aussi, puisqu'il accuse certains de traîtrise, eh bien il faut qu'on dise aussi, il faut qu'on étale aussi publiquement ses propres turpitudes. Le général Jacquin dit Belbella était notre informateur. Cette parole du général Jacquin, il l'a dite en 1977, c'est-à-dire très loin des événements. Avait-il un quelconque intérêt? Il l'aurait dit en pleine révolution. Oui, ce serait quelque chose, ce serait semer le doute ou le virus dans les rangs de la révolution algérienne. Ce n'était pas le cas. Il a écrit cela en 1977 et le général Jacquin était responsable du bureau liaison, renseignement et liaison du général Chal. Donc ce n'est pas pas une parole lancée en l'air. Voilà en fait, maintenant, il faut que je le martèle, il faut que je le répète sans cesse, Abban n'est pas un temple sacré. Mon éditeur, au départ, a refusé le titre que je lui avais proposé. Il m'a dit on va intituler ce livre, celui-ci, Ben Bella, Kafi, Ben Nabi, attaque Abban, la profanation. Je dis c'est impensable que je puisse intituler ce livre-là, parce qu'on ne travaille pas ensemble. J'ai dit c'est pas possible. Abban n'est pas un temple. Abban est critiquable sur sa démarche, sur sa vision, sur son caractère, sur si vous voulez, cette démarche qui consiste à absolutiser la révolution, à la rendre sacrée au point de commettre des erreurs. Et je l'ai dit et l'ai écrit en même temps. Cette rationalisation qui est bien en avance sur son temps, c'est de faire ce qu'on a programmé, de programmer ce qu'on doit faire. Si vous voulez, ce caractère absolument jacobin, c'est-à-dire qu'il y a un pouvoir, et c'est ce pouvoir-là qui doit être le pouvoir de fait. C'est la suppression totale de ce hiatus entre, si vous voulez, le pouvoir vitrinaire, ce que j'appelle le pouvoir vitrinaire, le pouvoir de façade, et le pouvoir de fait. Après, pour lui, celui qui est légalement le détenteur du pouvoir, c'est lui qui doit l'exercer. Ce qui est depuis sa mort jusqu'au jour d'aujourd'hui, dans l'Algérie, dans notre pays, il n'y a jamais eu de pouvoir qui s'est exercé, si vous voulez, de fait. Il n'y a jamais eu de coïncidence entre le pouvoir de fait et le pouvoir primaire, le pouvoir de façade. Voilà, donc je pense qu'il y a beaucoup de matière à débat, et je le dis et le répète encore, il n'y a aucune question tabou, y compris sur la question de l'assassinat, mais je voudrais que cet aspect-là soit débattu l'année prochaine, comme je dis, si Arsky daigne bien m'inviter pour m'ouvrir les guillemets de la CB. Donc aujourd'hui, on peut parler de tout ce que vous voulez, des problèmes du FLN avec le messalisme, avec les berbéristes, sur Abban, etc. Toutes les erreurs possibles et imaginables du FLN et de Abban éventuellement, on peut en parler sans aucun tabou. Et là, je restitue la parole à Astrid. Et puis, moi, je vous encourage à poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Je vous remercie. Merci. Je voudrais signaler la présence de Sadaq Hadjaras, qui a rencontré Abban en pleine guerre pour le camp du Parti communiste algérien avec Bachar Hadjali. Voilà. Alors, ma première question, c'est pourquoi tu mets au même niveau Ben Nabi, Kafi et Ben Bella? En fait, c'est un artifice de marketing éditorial. Oui, je dis c'est presque une astuce éditoriale, parce que quand un éditeur veut lancer un livre et il veut ratisser large. Moi, au départ, j'avais écrit Ben Bella contre Abban. Et j'ai ajouté en sous-titre Kafi et Ben Nabi, mais en tout petit. Je ne voulais pas du tout les mettre sur le même plan. Et puis mon éditeur a choisi ce titre-là, voilà, les mettre sur le même plan,
pour lui, ça fait partie de la stratégie marketing. Enfin, chacun, en fait, a ses propres visions. Donc, c'est uniquement sur cet aspect-là. Je ne voulais pas du tout le mettre, parce que c'est pas du tout la même cour. Et je reproche même à Ali Kafi, qui attaque Abban, de vouloir rentrer pour jouer dans la cour des grands. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, oui, tout à fait. Autre chose, c'est que quand Kafi a sorti son livre, tu es allé voir Ben Bella. Tu étais allé le voir et il avait dénoncé Kafi. Et tu as eu la surprise de voir quelques temps après que lui-même était encore dans cette ligne de dénigrement de Abban. Alors comment s'est passée la rencontre? Comment J'avoue d'abord, et je me confesse devant vous tous, que j'ai fait preuve d'une naïveté renversante. En fait, nous avons un ami commun, je peux le citer, peut-être que certains d'entre vous le connaissent, c'est Silbachi Al-Qadi, qui était le représentant du FLN à Tripoli, donc était en fait, très proche de Marsas, qui était donc, Silbachi était un benbédiste pur jus. Et on s'est liés d'amitié depuis très longtemps. Et un jour, après l'attaque de Kafi, il m'a fait comprendre que ce serait bien que je voie Ben Bella. Mais Ben Bella savait que nous avions il y avait une amitié entre nous. Et donc il m'a encouragé, et moi je me suis dit pourquoi pas, et on me l'a reproché d'ailleurs par la suite, je me suis dit je vais le voir, parce que s'il démentit un moindre communiqué de Ben Bella sortait pour dire que Kafi divague, j'ai dit, on va mettre un point final à cette question. Donc un rendez-vous a été organisé, j'ai passé l'après-midi, juillet, la date, avec Ben Bella, où il a beaucoup parlé, j'ai écouté, et donc j'ai bien entendu poser des questions, et il a été extrêmement dur sur Kafi. Kafi ne l'aime pas non plus. Kafi, entre parenthèses, Kafi c'est Harbi, je ne sais pas si vous connaissez Mohamed Harbi, publiquement, Harbi a dit en 1962, dans les premières années de l'indépendance, quand Ben Bella avait pris le pouvoir, Kafi a dit mais c'est dommage qu'Abban ait été éliminé parce qu'il n'y a que lui qui aurait pu nous débarrasser de ce forcené. Ben Bella. À l'époque, l'ennemi principal c'était Ben Bella parce que d'abord Ben Bella déteste cordialement les gens de la 2. Parce qu'ils se sont accrochés à Tripoli en 62. Ils détestent Saud Arab, ils détestent Ben Toubel, ils détestent Kafi. Il a en horreur les gens de la Wilaya 2. Ils l'ont compris lorsqu'il était en conflit avec Ben Khadda. Et donc, les gens du Constantinois n'arrêtaient pas de critiquer Ben Bella, y compris à l'étranger. Il a critiqué, c'est lui qui me raconte, il me dit, il m'a critiqué chez les Égyptiens. Il était ambassadeur au Caire et il m'a critiqué chez mes amis. Et mes amis se sont empressés de venir me le dire. Il m'a dit, quand il est rentré en Algérie, il est venu me rendre visite, je lui ai sorti de la présidence quand même à le prendre. Donc, Kafi détestait Ben Bella. Mais quand Ben Bella a été largué, alors il a été descendu par Mouldienne, le refoulé de la Soumam, et puis Ali Kafi prenant du grade, le refoulé de la Soumam, l'infortune soumamienne refaisait surface, et c'était le refoulé soumamien, c'est à peine, parce qu'il a été éloigné de la Soumam. Pour des raisons qu'on ne connaît pas. C'est lui qui raconte ça dans son livre. Voilà. Et donc, effectivement, Ben Bella déteste, et je ne peux pas décemment répéter, mais vous lirez ça dans le livre, parce que j'ai rapporté tout l'entretien, qui est très long d'ailleurs, y compris d'ailleurs sur d'autres dirigeants, y compris sur Aït Ahmed, sur Ben Toubal, sur Ben Khadda, sur Lamine Barim, mais le jugement qu'il porte sur Kafi est des plus négatifs. Mais ce n'est pas parce que Ben Bella est négatif sur Kafi qu'il est crédible. C'est entre ennemis. Voilà. Et je suis persuadé que si Kafi avait écrit ses mémoires alors que Ben Bella était décédé, il lui serait tombé dessus. Il aurait été très très dur avec Ben Bella. Et Ben Bella m'a dit, je lui ai dit, Monsieur le Président, est-ce que vous pourriez faire un petit communiqué, puisque vous me dites que Winnie Arhamdan, c'est la pureté révolutionnaire. Il était très élogieux vis-à-vis de Arhamdan. Et
dit, est-ce que vous pouvez faire un communiqué? Il m'a dit, non, je ne peux pas le faire, il va me tomber dessus. Texto, il va me tomber dessus. Donc il a peur de Kafi qui va lui tomber dessus, et pas d'Abban, parce qu'Abban est décédé. Mais la question, je me la pose tout de suite pour répondre très vite. Et pourquoi donc après, Ben Bella s'est acharné sur Abban? C'est la question qui m'a travaillé. Pourquoi il est tombé sur Abban? Eh bien tout simplement parce qu'entre-temps est sorti le livre Le courrier Alger Le Caire, où Abban attaquait très durement Ben Bella, et c'est comme si psychologiquement ça l'avait remis dans le contexte de l'époque. Et c'est comme ça qu'invité à Al Jazeera, il est retombé de manière très très. Il est tombé sur Abban de manière très très dure. Voilà un peu le contexte dans lequel j'avais rencontré Ben Bella. Et puis, bien entendu, je ne me suis pas fait d'illusions sur ses propos parce que je connaissais le personnage, je savais qu'il était versatile et qu'il avait un langage en face de la personne et puis qu'il développait notre langage en son absence. Voilà. Et curieusement, il a pardonné à ceux qui l'ont emprisonné pendant 14 ans. Il a dit, il faut oublier tout ça. Il a dit cette phrase-là. Quand un journaliste lui pose la question sur ses déboires avec Eugène, il a dit ça c'est du passé, il faut oublier tout ça. Et vous savez très bien, vous lirez d'ailleurs ce qu'il pense d'Abdelaziz Bouteflika. Il sent comme cul et chemise. Et pourtant, c'est le principal, la source principale de l'infortune de Ben Bella, c'est Bouteflika. C'est Bouteflika qui est à l'origine du plan qui a destitué Ben Bella. C'est lui qui l'a. Ça, c'est quelqu'un qui devrait inviter, c'est Mohamed Mechati. Il est au courant de tout. C'est Bouteflika qui a eu l'idée de ramener Ben Bella à la place de Boudiaf. Et c'est Bouteflika qui est l'artisan du coup d'État du 19 juin 1967. Et il lui a pardonné. Et l'autre aussi a oublié toute cette histoire. Ils sont très bien maintenant ensemble. Je sais pas combien de temps ça va durer. Enfin, ça peut plus durer. Il est parti. Oui, alors je vais donner tout de suite la parole à la salle. J'aurai des questions à te poser en cours de route, mais pour le moment. Est-ce qu'on entend bien? Oui. Non? Oui, oui. Pas du tout? On entend bien. Vous entendez bien? Le micro d'Astrid Vous pouvez vous rapprocher peut-être. Comme ça? D'accord. Oui. Alors, on va prendre des séries de... Farida? Je peux m'exprimer sans micro? Non, mais parce que c'est... Ah, d'accord. Oui, alors moi j'ai une question qui me turlupine depuis très longtemps, c'est dans la personne, dans la personnalité qu'a pu représenter Abban Hamdan dans toute l'histoire algérienne, en particulier pendant la guerre de libération. Je suis très étonnée qu'il n'y ait rien du point de vue historique. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on apprend à connaître Abban Hamdan à travers justement des débats, si on peut appeler ça débat, ou de personnes, etc. Et je suis très étonnée que des historiens n'aient pas fait quelque chose de plus, je dirais, qui ramène à un livre d'histoire. Parce que là, bon, moi si je suis là, c'est parce que je suis très intéressée, mais on en est encore à l'anecdote sur quelqu'un. Je ne parle pas de vous, hein, attention, je tiens à dire que ça ne, au contraire, hein, c'est-à-dire que je dirais que le livre, mais je me dis, c'est pas possible, enfin, c'est pas possible, c'est-à-dire qu'il y a eu d'autres personnalités, et voilà. Après, j'avais une autre question à vous poser, c'est est-ce que, par exemple, vous êtes rapproché d'autres personnes, comme Boudiaf, ou d'autres personnes qui étaient peut-être moins, je dirais, nocives vis-à-vis d'Abban, pour avoir un point de vue qui ne soit pas, bien sûr, celui de ses ennemis aussi. Voilà. Je vous remercie, madame. Concernant les livres, je crois qu'on peut dire qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont été écrites. Et je crois que René Galisso, qui est présent, ne la contredira pas. Et beaucoup de choses qui ont été écrites sur Abban, enfin dans tous les livres d'histoire. On ne peut pas parler de l'histoire de la guerre de libération nationale sans évoquer le nom d'Abban, qui était l'un des
principaux, sinon le principal, le numéro un, pendant les 3 premières années de l'insurrection. C'était le dirigeant, si vous voulez, comme on le dit, c'est la tête politique. Parce que d'abord, les principaux dirigeants étaient à l'extérieur, d'autres ont été emprisonnés. Abban est arrivé en mars 1955. Il a comblé le vide politique très important. Et je pense que M. Hajaras peut également en parler, puisque c'est Abban qui a, si vous voulez, fait du FLN un véritable front de combat. C'est lui qui a rassemblé toutes les potentialités politiques nationales et qui a, si vous voulez, pour la dernière fois, puisque c'est le front qui a eu la victoire, il y a eu 3 tentatives d'unification. Il y a eu celle de 1937 pour répondre aux avances du Front populaire, ce projet bleu-violet, qui a échoué. Et ensuite, il y a eu les AML, qui étaient préfigurés d'ailleurs le Front soudanien. Et il y a eu le Front soudanien, c'était Abban. Voilà. Et ça, on peut pas, l'histoire ne peut pas nier ça. Voilà. Ça. Donc, concernant les livres, il y a eu beaucoup de livres. Il y a eu les livres de Khalfa Ma'amri, qui a fait une biographie, très fouillée sur Abban, et qui, à mon sens, est un livre incontournable. Beaucoup de gens me disent est-ce que ça vaut le coup de le lire? Parce que Khalfa Ma'amri, quelqu'un qui a écrit à l'époque de Boumediene. Donc les gens ils disent il n'est peut-être pas crédible. Je dis au contraire, ce qu'a fait Khalfa Ma'amri, c'est véritablement, j'allais dire, l'Ancien Testament de l'histoire de la guerre de libération vue sous l'angle de Abban. C'est très important son apport. Et je peux dire qu'il m'aurait été très difficile d'écrire par la suite sur Abban. Donc il faut reconnaître. Et puis il y a eu d'autres livres, il y a eu même romans, pièces de théâtre, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Et René Galis on parlait l'autre fois d'une fiche qu'il avait rédigée aussi sur les principaux dirigeants dans Abban. Il y a beaucoup de livres qui ont été écrits. L'autre question, excusez-moi, c'était... Est-ce que vous avez rencontré... Ah mais bien sûr, bien sûr. Ah oui, bien sûr. J'ai rencontré, on peut dire, j'ai rencontré pratiquement les principaux dirigeants. J'ai rencontré bien sûr Amran, j'ai rencontré Lamine Barin, Bibel Khadda à plusieurs reprises, Moudorab El Hussein qui était tout proche de Abban et bien entendu du CCE, Reda Malek, je veux dire, tous les principaux dirigeants qui sont encore en vie. Je les ai rencontrés. Et donc il y a tous leurs témoignages qui vont apparaître dans le prochain livre. J'ai pas rencontré que Ben Bella. Mais c'était utile. J'ai rencontré Bitat, bien sûr. Madame Bitat qui me racontait et que je développe. En fait, parce que ce qu'on dit de Abban, qu'il n'était pas présent au 1er novembre, hein, qu'il avait pris le train en marche. Bien sûr, physiquement, oui, il avait pris le train en marche. En fait, il était associé étroitement au préparatif du 1er novembre. Et je peux vous dire un détail anecdotique, puisque vous avez parlé d'anecdote tout à l'heure. La Ronéo qui a servi à taper ou à imprimer la déclaration la proclamation du 1er novembre est partie de chez nous. C'est mon frère qui a reçu l'instruction de son oncle, mon oncle, et qui lui dit tu vas donner la Ronéo, tu vas emmener la Ronéo aux gens d'Iri Moula. Donc il était au courant. Et Ben Bella le dit dans Fath Edib, Gamal Abdel Nasser de la révolution algérienne, il était au courant de tout. On lui a transmis tout. Bitat lui-même raconte, et je développe tout ça, hein, je la fais très courte. Bitat lui-même me dit, quand on s'est réunis le 24 octobre 1954 chez Borchora à la Pointe Pescane, il dit Ben Mhidi a proposé de différer encore le soulèvement du 1er novembre pour attendre la libération d'Abban, qui ne saurait tarder. Et Boudiaf a dit non, on a décidé pour le 1er novembre, on déclenche le 1er novembre. Quand Abban arrivera, il prendra sa place, il aura sa place. Et effectivement, il était question de 12 personnes qui allaient constituer un comité révolutionnaire pour la prise en charge de la révolution. Donc les 9 que vous connaissez, les 6 de l'intérieur, les 3 de la délégation extérieure, Lamine Barin, Abban, et un 12e, je ne peux pas être certain, c'est probablement Zirkius. Voilà. Voilà un peu, si vous voulez, Abban, si vous savez la place déjà pour le premier.
Moi, j'ai deux questions à poser. La première question, puisque c'était le seul intellectuel de ce qu'on appelle la révolution algérienne, quelle était la place de la majorité dans l'Algérie future selon Abban al-Baghdad? Et la deuxième question, est-ce que son exécution a été décidée par les services secrets égyptiens? Et le malheur de la Kabylie, est-ce qu'elle n'a pas commencé avec celui d'Abban, avec le congrès de la Soumam? Le chef militaire, c'est un Kabyle Amirouche, il a été exécuté. Et Abban al-Baghdad, c'est l'intellectuel organisateur, il a été exécuté. Donc est-ce que le malheur de la Kabylie n'a pas commencé avec le congrès de la Soumam, y compris celui d'Abban? Abban n'est pas le seul intellectuel. Il n'est pas le seul intellectuel. La particularité d'Abban, c'est que, et peut-être son malheur aussi, c'est qu'il était en même temps un activiste, en même temps un politique. C'est ce qui a fait qu'il a affronté les colonels. Il n'avait pas de complexe, parce que les politiques, avaient des complexes vis-à-vis de ce qu'on appelait les activistes, notamment les 22. Abban était en même temps membre de l'OS, et en même temps, il avait occupé des fonctions politiques. Donc, à ce titre-là, il n'avait pas de... Et puis, il y a des choses qui tiennent à son tempérament, à son caractère. C'était quelqu'un, je peux le dire ici, de très courageux physiquement et intellectuellement. Donc, ceux qui comprennent le kabyle ont dit « Khoro Khoroïs ». C'est une tête très dure, et beaucoup de gens dans la famille disent de toute façon, il n'aurait jamais survécu, parce qu'il est il est entier, il est dans un antagonisme permanent. Bon, Ben Beladi, c'est un caractériel. D'autres, ses amis disent, il a du caractère. Donc, on peut dire ce qu'on veut. L'autre question, quels sont ses problèmes? Ça, c'est une question taboue, mais je ne me défilerai pas devant les questions taboues. Il y a une chose qui est de notoriété publique, en tout cas chez les historiens ou les gens qui s'intéressent à la guerre de libération nationale, c'est qu'Abban était sur la même ligne que le parti concernant la question identitaire. Si vous connaissez un peu l'histoire, en 1949, et je pense que si ça peut nous en parler plus en détail, en 1940, puisqu'il l'a vécu, donc c'est intéressant, en 1949, il y a eu une crise, ce qu'on appelle une crise identitaire. C'est un certain nombre de militants, de la Kabylie en particulier, qui se sont élevés contre la direction du parti, qui voyaient dans l'avenir de l'Algérie que la composante arabo-islamique. Et les jeunes militants originaires de la Kabylie, ils ont dit l'Algérie est algérienne d'abord. Et puis comme la direction a réagi de manière très dure, je la fais très résumée à Sadr, ces militants sont allés militer ailleurs, et pour certains, ils ont rejoint le Parti communiste. D'où l'appellation les berbéros marxistes donnée à un certain nombre d'hommes. Alors, donc, Abban, lui, était sur la ligne du parti, c'est-à-dire la question identitaire est une question qu'on doit soulever après l'indépendance. C'est ça la grande erreur. C'est une question qu'on doit soulever après. C'est pas seulement Abban. Karim. Mais Aït Hamid a dit ça aussi. Bien sûr, Karim, tous les dirigeants, les grands dirigeants de la Kabylie, qui étaient dans les FLN, ils ont dit la question identitaire doit être soulevée après l'indépendance. On attend toujours. Elle est largement soulevée. La mazir est devenue une langue nationale, c'est vrai que c'est pas encore, mais les progrès considérables ont été faits. Et maintenant, on peut plus se cacher. On peut plus se cacher. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est un aspect sur lequel je travaille encore, et d'ailleurs, j'ai même sollicité Sissada pour. Vous n'avez pas répondu à la question, est-ce que l'exécution vient du Caire? Ah, l'exécution vient du Caire. Voilà, mais la question. Non, l'exécution ne vient pas du Caire. Mais ça a arrangé le Caire. Ça a arrangé le Caire. Et bien sûr. Mais l'exécution ne vient pas du Caire. Non, l'ordre. Hein? Non, l'ordre, c'est. L'ordre, je développe ça dans le prochain livre, vous allez voir que ça coule de source. Hein. Mais bien entendu, pour les Égyptiens, ça tombait à point nommé. Parce que c'est quelqu'un qu'on ne pouvait pas manipuler, et puis qu'il a montré à plusieurs reprises que la révolution algérienne ne se commandait pas du terre. Et lui-même, d'après Khalfa Magri, donc on revient à Khalfa Magri, quand ils ont été reçus par Gamal Abdel Nasser,
il n'était pas impressionné. Il a dit ces gens-là, si la révolution algérienne reste unie, ces gens-là, on pourra les mener à la baguette. Donc il n'était pas du tout impressionné. Alors que des gens comme Napoléon, qui a pu prendre le relais de la étaient très impressionnés par les Égyptiens. Ils se sont mis sous la tête du Caire. Et puis quand Bossouf lui-même a eu des déboires avec l'affaire Al-Lawamira, c'est quelqu'un qui a été défenestré du cadre du Caire, alors que les Égyptiens n'ont pas apprécié. Donc Bossouf en disgrâce. Et c'est, comment il s'appelle, c'était Marsas qui a pris le relais. Enfin, Marsas a pris le relais après Ben Bella. Je vais te donner la parole. Une petite minute, je voudrais juste faire une petite parenthèse sur ce que dit Farid à propos de l'intellectuel. Je reprends Mabrouk Belhoussil qui dit la chose suivante. À la mi-janvier 55, donc, Abban sort de prison. Il est à Azusa, chez lui, puis il est contacté par Krim et Amran, qui étaient les responsables de la Kabylie, et il exprime le désir de reprendre la lutte. Alors, Mabrouk Belhoussil dit ancien responsable, intellectuel, entre guillemets, bachelier depuis le début des années 40. Il a fait le lycée de Blida, avec c'est le lycée Boumengel, Ben Khedda et Dahleb. Et donc, visiblement, comme c'était un intellectuel, un bachelier, donc l'arrière-pensée c'était de le prendre, de s'installer à Alger auprès de Bitat, qui était le responsable de l'Algérois, pour s'occuper de la propagande. Et le commentaire de Belhoussil est en un mot, dit-il, et comme on dit vulgairement, entre guillemets, jouer de la flûte. Mais Abban accepte, mais dit musique pour musique, pourquoi pas chef d'orchestre. Ça, c'est toujours le commentaire de Belhoussil. Puis l'arrestation de Bitat le 23 mars va lui donner l'occasion de prendre en main et de mettre en œuvre ses capacités exceptionnelles d'organisateur. Tout le monde le dit, hein, c'était un organisateur absolument hors pair. Qui est arrivé à faire revivre la révolution algérienne à un moment où elle était complètement... voilà, non, tout ça, c'était juste pour rebondir sur cette question d'intellectuel. Hand. Oui, moi je vais rebondir un peu sur la question qui vient d'être posée à propos de la mazirité, qui est un sujet sur lequel je travaille aussi personnellement. Et évidemment, Abban étant un personnage très important dans la révolution algérienne, donc on ne peut pas ne pas s'intéresser à sa position. Et pour moi, elle reste encore mystérieuse. Donc j'espère que peut-être on pourra avoir quelques éclaircissements aujourd'hui. D'abord, je voudrais te poser une question. Il semble qu'il ait rencontré Naïm Chadi, jeune. Il y a eu des entrevues avec Naïm Chadi. Je ne sais pas quels ont été exactement ces rapports. Il semble qu'il y ait eu une divergence entre les deux, mais je ne connais pas bien le détail. Ça, c'est un premier point. Je ne sais pas quels sont ces rapports avec Ben Mehdi, mais c'est une autre affaire. Comment peut-on expliquer cette affinité très forte entre Abban et Ben Mehdi qui a joué un rôle très important d'ailleurs dans la structure de la révolution? Maintenant, concernant la position d'Abban par rapport à la question amazigh, effectivement, Harbi m'a dit que selon des témoins de l'époque, il était effectivement tout à fait ce que tu dis sur la position de la direction. Malheureusement, la position de la direction, c'est pas on ne pose pas la question identitaire, maintenant on la remet plus tard. Non, on réprime le courant amazigh et on affirme de manière exclusive l'arabo-islamisme et l'histoire s'arrête là. Alors, concernant maintenant Abban, je crois qu'on ne peut pas quand même le réduire à ça, en particulier quand on lit la plateforme de la Soumam. Sur la question de l'islam, les choses sont très claires, et même sur l'arabisme, l'arabité, ça n'est pas franchement le texte le plus arabiste qui a été produit par la révolution algérienne. On dit même qu'il a eu parmi ses proches collaborateurs des paroles de ce courant berbéro-matérialiste de 1949. Je pense à quelqu'un que connaît Sadat en particulier, Saïd Dakhli, qui lui-même a été tué malheureusement pour berbérisme pendant la guerre d'ailleurs. Mais
on a aussi un document signé également de la main d'Aban, je suppose que tu le connais, qui a été publié, qui prône la liquidation de berbéristes en même temps que de messalistes, etc. Le problème qui se pose à ce niveau-là, c'est pourquoi Aban, qui a accepté de discuter avec tous les courants politiques, a refusé de discuter avec ce courant berbériste. Il n'y a jamais eu de discussion, malgré, semble-t-il, des lettres de Rachid Aliria qui sont restées lettres mortes. Il n'y a jamais eu de discussion. Donc il y a eu ce refus de considérer le courant berbériste comme un courant politique. Alors quand même que Wali Ben Naï, qui a été dirigeant de la Kabylie, était à la tête de ce courant. C'est un courant ancré dans le nationalisme le plus radical qui soit. Il n'y a jamais eu, à ma connaissance, donc de reconnaissance, avant le congrès de la Soumane, de ce courant politique. Donc voilà un certain nombre d'interrogations que je me pose à propos de Donc on est dans la question tabou. C'est très bien. Concernant l'Aïbch, tu as posé une question sur l'Aïbch. Je crois qu'ils se sont rencontrés une fois avec Aïd Ahmed d'ailleurs, mais c'était avant la crise identitaire. Donc c'était au cours d'un meeting du côté de l'Armana Tiraten, donc il y a eu une rencontre. Je ne pense pas qu'elle ait eu des conséquences pour la suite, puisque Abban a en vérité milité dans le Constantinois, à Châteaudun de Rumel, dans Shlomley. Donc il connaissait très peu les militants PPA de la Kabylie. Concernant le Ben Mehdi, les rapports effectivement très privilégiés avec Ben Mehdi, parce que il était dans le Constantinois et donc il se connaissait. Le chef direct dans l'os de Abban, c'était Abdelrahman Garras. C'était même, j'allais dire, le rival de Boudiaf. Et c'est un peu pour ça, d'après Mchari, qu'il a exclu Abdelrahman Garras de la direction de la Révolution. Maintenant, revenons à ce problème de... Oui, je connais donc cette lettre. Cette lettre, elle est signée par Abban, Amran, Karim, Mellah, Ben Mehdi et Ben Khadda. Donc 4 Kabyles et 2 Arabes, entre guillemets, ou 2 arabophones, comme on dit. Alors, est-ce que c'est le lot de consolation qui est offert aux gens du PPA, parce qu'on va liquider leurs amis, les messalistes, donc nous aussi on va liquider nos amis qui nous gênent. Est-ce que Abban, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il avait cette vision sacralisée, absolutiste de la révolution? Ces derniers temps, j'ai eu une espèce de polémique avec Mohamed Shafiq Misbah, où donc on parlait de l'affaire de Benaï Wali. Et donc j'avais reproduit le témoignage de Ali Yahya, que tu connais et que tu as dû certainement entendre un certain nombre d'informations de la part d'Ali Yahya. Quand Ali Yahya est allé voir Abban de la part de Benaï Wali, Abban lui dit: moi je ne connais pas ces militants-là. Parle de Amarul Hamouda, de Barakaya Itman Gillet et de Benaï Wali. Il dit: je ne les connais pas. Est-ce que tu peux m'en parler? Il a dit: mais je sais que des erreurs vont être commises, mais moi je ne suis là que pour servir la révolution. Donc j'ai commencé par parler de cette vision absolutiste et sacralisante de la révolution qu'avait Abban, au point où il est devenu un partisan de la violence totale. Et d'ailleurs, Mohamed El-Mili me dit que la vision fanonienne de la violence, il la doit un peu à Abban. Abban disait: l'impérialisme français a planté ses griffes dans notre chair et il ne les retirera que si on est du coup. Et donc il avait cette vision sacralisée, rien ne devait contrecarrer ce projet. Et pourquoi il n'est pas discuté? Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Est-ce qu'on pouvait discuter à l'époque avec des gens qui étaient là, peut-être pas organisés, etc. Mais ça, moi, je ne suis pas en mesure de répondre. Ils n'ont pas discuté avec les messalistes aussi. Les messalistes, au départ, ils ont voulu ramener sur leur ligne.
Et puis après, l'hégémonisme a penché du côté du FLN et la guerre était totale. Mais oui, c'est une vraie question. Mais est-ce qu'on peut juger les choses à partir d'aujourd'hui en employant même les termes des Amazirs? Je ne sais pas. Maintenant, peut-être si ça peut nous apporter. Comment? Calamier sous Mazir, c'est 45. Oui, est-ce que peut-être que si ça date, pourquoi il n'y a pas eu de rapprochement avec les berbéristes de l'époque? Pourquoi le FLN, alors qu'il s'est rapproché de vous, de vos camarades, pourquoi il ne s'est pas rapproché de... On vous redonnera la parole. Voilà, il me semble qu'on présente Abel comme s'il était tout puissant, que tout pouvait, que tout dépendait de lui, qu'il pouvait en quelque sorte tracer à lui seul la ligne. Et je pense que, à côté de qualités incontestables d'Abel, et j'étais témoin d'un certain nombre de ses qualités, il y a le fait que tout son dissoudre, que c'était une ligne vraiment, comment dire, il n'y avait pas à revenir là-dessus. Nous ne savions pas à ce moment-là, ce que a dévoilé le courrier Agile Le Guerre, qu'une semaine avant, Abben avait écrit qu'il pouvait concevoir que le PCA, que les communistes soient admis dans le FLN comme parti, si les communistes apportaient des armes. Il avait sans doute en tête aussi bien les communistes localement que les pays du système socialiste. Et il était extrêmement souple, flexible. Dans la rencontre entre PCA et FLN, par exemple, on a vu entre le début de la rencontre, où il était, j'allais dire, presque cassant, et la suite de la rencontre et la fin, où les discussions étaient extrêmement cordiales et confiantes. Je veux dire par là que ça serait une erreur de voir les positions de Abben uniquement à travers lui seul. Il était dans un collectif, il faut voir l'ensemble, il faut voir les rapports de force à l'intérieur. Et je crois que cette idée de cet acquiescement à l'assassinat d'anciens berbéristes, je dis berbéristes entre guillemets, parce que ça c'est une autre question également, je me demande s'il était convaincu de la, comment dire, de la justesse de ces choses-là, mais au milieu d'activistes qui étaient intimement convaincus de cela, qui concevaient la lutte comme nettoyage, épuration de qui n'est pas avec nous et contre nous, etc. Je ne sais pas s'il lui était possible d'aller à l'encontre. Et ça, il y a beaucoup d'exemples de ce genre. Alors, pour sa position envers la question identitaire, je crois qu'il faut voir la chose de la façon suivante. Et je suis d'accord avec la remarque de Belaïd quand il dit qu'il n'était pas sur la ligne de la direction du NTLD, qu'à l'époque c'était une répression aveugle, c'est-à-dire sans savoir même que voulaient ces contestataires de la direction. Et effectivement, ce qui était dit à ce moment-là, c'était que les contestataires menaient une activité de sécessionnistes kabyles. Ils ont refusé de mettre un démenti à l'affirmation de l'Écho d'Alger selon laquelle il y avait un PPK qui était en voie de création, ce qui était absolument faux. C'est-à-dire il déformait complètement les positions du groupe informel des contestataires. Or, la contestation, je veux le souligner,
et ça peut être confirmé par le contenu de la brochure de Idil Watani, ne portait pas essentiellement sur la question identitaire. La question identitaire a été mise sur le tapis par les dirigeants, un certain nombre de dirigeants, pas tous, du MTLD, qui tenaient absolument à dire, voilà, ce sont des Kabyles qui veulent mettre en avant la question kabyle. La position du groupe contestataire, c'était une position d'une définition de la nation, une définition que vous connaissez, et qui n'était pas du tout une position berbériste au sens que d'autres lui ont voulu lui donner. En plus, ce n'est pas l'essentiel de la brochure n'était pas seulement la question identitaire. Certes, la question de la nation a été développée, mais la moitié de la brochure, plus que la moitié, les 3/4 de la brochure, était consacrée à l'approche démocratique et révolutionnaire de la révolution. Et ce qui était contesté, ce qu'on reprochait à la direction du MTLD, c'était le fait de ne pas avoir de doctrine, de se contenter seulement du mot d'ordre, simple mot d'ordre d'indépendance, dans lequel on pouvait mettre n'importe quoi, et aussi, comment dire, de couvrir cette façon d'avancer des slogans, de couvrir les pratiques antidémocratiques, la gestion catastrophique du parti à l'époque. C'était ça l'essentiel de la contestation. Ensuite, évidemment, cela a été déformé. Et je veux ajouter une chose, c'est que ce n'est pas seulement du côté de la direction du MTLD qui est venu, c'est que je ne sais pas s'il faut qualifier de maladresse ou de faiblesse politique du côté d'un certain responsable dans la Fédération de France, dont Ali Yahya Rachid. Ali Yahya Rachid, ça a été une catastrophe du point de vue de la revendication. Voilà, c'est tout, je ne développe pas, parce que sinon ça serait changé de... D'accord. Il y avait quelqu'un avant toi, on lui a retiré le micro tout à l'heure pour... Merci. Une seule question rapide. Je n'ai pas lu le livre, mais dans les 3 personnes que vous citez qui attaquent à Banambran, ou d'autres personnes que vous avez rencontrées, est-ce que vous avez décelé chez eux l'anticabilisme? Voilà. Même s'il y avait de l'anticabilisme, vous savez, il se garderait bien de faire transparaître. Mais si vous voulez, c'est pas sous cet axe-là que je vais rencontrer des gens. Bien entendu, si les choses sont patentes, je m'en rends très vite compte. Mais c'est pas sous cet angle-là que je vais rencontrer ces personnes, surtout ces témoins sur des points très précis. Mais quand quelqu'un ne veut pas me livrer un témoignage, parce qu'il n'est pas d'accord avec la vision de Ben, ou parce qu'il est tout à fait d'accord avec ce qui lui est arrivé, donc il a pris fait et cause pour les colonels, donc pour ces assassins. J'abrège l'entretien et je sens qu'il n'y a pas grand-chose à en tirer. Bien sûr, il y a des gens qui ne se privent pas de me donner un témoignage tout à fait franc, en me disant que Ben a exagéré, il les a insultés, il les a traités de tous les noms, etc. Et donc ça, je trouve que ces témoignages sont tout à fait crédibles. Notamment Reda Malek. Malek, il m'a donné un témoignage tout à fait logique. Il a une très grande admiration pour Ben, mais il m'a dit qu'il ne les a pas ménagés. Bon, vous allez trouver toutes les expressions qu'il emploie dans le prochain livre, mais bon, voilà. Mais sous l'angle kabyle, pas kabyle, bon, c'est pas... puis les responsables politiques, les anciens responsables de la révolution, ils essaient de faire en sorte de ne pas raisonner sous cet angle-là. Bien sûr. Les anti-kabylistes, on les entend, on les voit, on le sait. Mais... Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler sur l'emprisonnement d'Aban? L'emprisonnement dans la prison
prison coloniale. Oui. Ah, d'accord. Oui, donc, très brièvement, parce que j'ai développé ça dans le premier livre, pour lequel tu m'avais invité d'ailleurs, si tu te rappelles. Donc, Ben a été arrêté pour l'affaire de l'os en 1950. Il a été emprisonné d'abord à Al-Harash. Ensuite, il a été transféré à Djaya, la prison de Bougie. C'est là qu'il est resté assez longtemps, mais comme ça ne marchait pas, il était agitateur. Il a été ensuite transféré en France, prison des Baumettes. Il est resté très peu de temps aux Baumettes. Il a été transféré dans une prison très très dure dans le Haut-Rhin, qui s'appelle, pas loin de Strasbourg, qui s'appelle Ensisheim. Il était droit commun. Il a fait une grève qui avait fait parler beaucoup d'elle, cette grève, à l'époque, au point d'avoir mis en difficulté le directeur de la prison. Ensuite, il s'est arrangé pour sortir un courrier de la prison. Il l'a envoyé à Algérie Libre. À l'époque, c'était le journal Algérie Républicain. Alors, Algérie Républicain et à Algérie Libre aussi, le journal du PTR. Et donc, cette lettre-là a fait un grand bruit et les autorités coloniales ont eu vent de cette lettre et je crois que même le directeur de la prison a été sanctionné. Il a obtenu gain de cause, il est donc détenu. Son statut a été changé en statut détenu politique. Il a été transféré à la prison d'Albi, dans le Tarn, dans le sud-ouest. Et c'est là qu'il a connu véritablement un moment de, j'allais dire, pas de plaisir, mais de méditation, où il a lu beaucoup, et notamment, il a lu la Révolution irlandaise. Il a trouvé beaucoup de similitudes avec ce qui s'est passé en Algérie, la colonisation et la compression du peuple algérien, ce qui était arrivé aussi aux Irlandais. Ensuite, à l'approche de sa libération, il est transféré à Maison Carrée, à l'époque, la prison de Harash, et c'est là qu'il est rentré en conflit frontal avec le directeur de la prison, avec un certain Casabianca, parce qu'il réunissait les prisonniers, il faisait lever les couleurs, etc. Et puis le directeur l'a convoqué en présence de son avocat Bentoumi, c'est lui qui raconte ça. Il lui dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous allez vous heurter à un mur. Il lui dit, un mur, ça se casse. Il lui dit, mais qui c'est ici le responsable de la prison? C'est moi, qui lui dit le directeur. Il lui dit, pour la prison, oui, mais pour la détention, c'est moi. Voilà. Et donc ça a été une confrontation très très dure. C'était Tahar Ladjouzi qui était responsable, et puis dès qu'il est arrivé, il a pris le relais de Tahar Ladjouzi. Et puis, donc, il a été libéré en 1955, je crois, avec une remise de peine de quelques semaines, ou peut-être un mois ou deux. Alors, voilà une question tabou. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, il a été libéré 2 mois avant pour être injecté dans la Révolution. » La France l'a libéré pour l'injecter dans la Révolution, comme si la France, en 1954, pensait que les Algériens étaient en train de faire ce Big Bang de la Révolution qui allait éjecter le colonialisme de la terre algérienne. Donc c'était que la France avait quand même des parcelles d'état de droit, qui a fait qu'un prisonnier qui a fini sa peine, il y a toujours 1 ou 2 mois de remise de peine. Et il est... Pour l'anecdote, quand Ben Boulaïd, c'est un Asbiri qui me raconte ça il n'y a pas longtemps, il me dit quand nous avons fui de la prison de Constantine, on arrive dans les Aurès, Sbiri me dit j'ai échappé de plusieurs reprises d'être liquidé, d'être égorgé, parce qu'on pensait que c'était France Ali Batni, France qui m'avait envoyé. Quand Ben Boulaïd est arrivé dans les Aurès, il rencontre Ajoul Ajoul, il lui dit mais tu t'es enfui? Arrête. Il dit oui, je me suis enfui. Il dit oh, le Koudia de carton ou là? La prison du Koudia c'est du carton. Et après, vous savez ce qui s'est passé pour. Après, il est entré en conflit frontal avec d'abord Ben Boulaïd, ensuite avec son frère. Et on dit même, moi je ne le crois pas parce que j'ai lu Constantin Nénic, on dit même que c'est Ajoul qui aurait briefé Ali Lalmani, qui était un légionnaire rallié au FLN, qui a bricolé un poste émetteur pour faire éclater Ben Boulaïd. Or Constantin Nénic lui-même, René, c'est très bien, dit dans son livre que c'est les services secrets français qui ont piégé un poste et on l'a emmené à Ben Boulaïd et puis on l'a exposé. Là pour vous dire, voilà un peu toutes les... Ah, ça, voilà, je rentre dans le tabou. Avant qu'on pose la question, je rentre dans le tabou. Voilà, je ne sais pas si Mohamed, je ne sais pas si c'est répondre à la question. Très bien. Alors, oui. Non, c'était juste pour dire qu'on va prendre encore 2 ou 3 questions. Malheureusement, on a un format de 80 minutes, pas plus.
Voilà, pour prévenir que si vous avez des questions, c'est le moment. Moi, j'aimerais savoir s'il est vrai que des Cassandres kabyles lui ont déconseillé d'aller au Maroc. Des Kabyles lui ont déconseillé d'aller au Maroc. Et est-ce qu'il est vrai aussi que Karim Belracem a été un acteur actif dans sa mort? En fait, Boumendjel, Ahmed Boumendjel lui a déconseillé de partir. Parce qu'Ahmed Boumendjel avait fait son enquête. Il lui a dit, il n'y a pas de litige avec les Marocains. Parce que l'argument qui a été avancé, ils lui ont dit, tu vas aller négocier avec Mohamed V, il y a un litige entre l'ALN et les FAR, les forces armées royales. Donc il faut que tu ailles négocier avec le roi, il faut que tu ailles parler avec lui pour savoir ce qu'on va faire de ça. Et Boumendjel, c'était les télégrammes de Boursault qui arrivaient du Maroc. Et Ahmed Boumendjel a fait sa petite enquête, il a contacté l'ambassadeur du Maroc, il lui a dit, est-ce que c'est vrai qu'il y a des problèmes avec les Marocains? Il lui a dit, absolument pas. Il n'y a absolument rien entre les Marocains et les Algériens. Alors Boumendjel lui a dit, attention, il ne faut pas y aller. Mais maintenant, c'est pas parce qu'il est kabyle. Il y a beaucoup d'arabophones qui sont de grands admirateurs, de grands amis d'Abban, et qui lui ont déconseillé aussi, qui ont pris son parti. Je parle d'Ibrahim Zoudi, de Mohamed Sfar Naqash, etc. Tous ces gens-là, ils étaient, y compris d'ailleurs parmi les Zoudi, qui est Jamiat Ulama. Donc, c'est pas que des Kabyles. Hein. Je crois qu'il ne faut pas voir uniquement les choses à travers cet angle-là. Alors, l'autre question, c'était Quelle était la part de Karim? Oui, Karim, j'ai dit tout à l'heure qu'on allait parler de ça l'année prochaine, parce que tout ça est développé. Mais Karim, effectivement, est un acteur tout à fait proche et actif des événements, pour répondre à vos questions. Merci. Alors, oui. Je voudrais connaître simplement la relation avec le docteur Pierre Chollet, qui est décédé tout récemment à Alger. La relation pratiquement presque personnelle avec Abben. Moi, je connais bien Chollet. Je le connais parce que je l'ai eu comme maître à l'université d'Alger. Je le connais aussi parce que nous étions dans le même conseil scientifique. Donc, je l'ai connu en tant qu'élève, et puis je l'ai connu en tant que collègue, et puis après, je l'ai connu en tant qu'ami. Puisque quand Khalifa Maamri a sorti son livre, on en a eu à parler. Je lui ai rendu visite à Siama, et puis il avait une maison, donc je le connais bien. Chollet, c'est un militant de la cause nationale. C'est pas un ami d'Abban, c'est pas un intime d'Abban. Et Chollet le dit lui-même. C'était un maillon de la chaîne. Il était là pour accueillir Abban, éventuellement c'était un refuge, éventuellement le transporter, lui et sa femme. Mais ils ont eu des discussions parce que Chollet, Qari, c'est un instruit, c'est un intellectuel, et donc il y a eu des problèmes, des discussions sur notamment le terrorisme aveugle à Alger. Et Abban lui aurait répondu, c'est nous n'avons pas commencé le terrorisme aveugle. Et c'est vrai, le terrorisme du FLN à Alger a été, si j'ose dire, il a été d'abord un terrorisme ciblé, ensuite semi-aveugle, puisqu'on choisissait une catégorie quand on pendait les gens à Sakadji. Ensuite, après la bombe du 10 août 1956, c'est bien ça, c'était les ultra-pieds noirs qui avaient posé une bombe à Alger, qui a tué des hommes, des enfants et des femmes. Le FLN a décidé de recourir à la stratégie de la bombe, et donc de pratiquer un terrorisme aveugle. Voilà, et ça, Abban a dit, c'est pas nous qui avons commencé. Abban avait adhéré à la trêve civile de Camus pour épargner les civils. Voilà, donc, voilà. Et ces problèmes-là ont été discutés. Mais je ne pense pas que, parce qu'il y avait une relation privilégiée. Quand on est avec quelqu'un dans un refuge, il faut quand même parler. Voilà, donc il n'y avait pas de relation privilégiée avec Chollet. Mais Chollet a quand même une grande admiration pour... Bonsoir. Bonsoir. J'ai deux questions. Une pour revenir au culturel pour la révolution algérienne, par rapport à la langue kabyle et à la langue arabe et à l'islam dans les règles, dans les éléments du Tagoupon et de la Soumam. On m'a dit que dans la Fédération de France du FLN, la langue arabe était obligatoire, même si 90% étaient kabyles.
voulais savoir si c'était vrai ou pas déjà, si ça faisait partie des règles de communication du FLN au niveau de ses membres. Ça, c'était pour le problème amazigh et le problème culturel pendant la révolution algérienne. Et la deuxième chose, c'est de ce que j'ai lu, moi, de Abban Ramdan, est-ce que ça aurait fait un grand homme politique algérien, entre guillemets démocratique, vu son comportement et ses propos et sa manière d'être avec les personnes qui l'entouraient? J'ai lu des propos très graves, au niveau des... notamment avec Krim, où il le traitait de certains noms d'oiseaux devant ses hommes. Je ne sais pas s'il aurait fait un bon président, c'était un bon militaire ou un bon, je pense, homme politique algérien, mais je ne sais pas s'il aurait fait un grand président. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc à propos très rapidement, parce que la question n'est pas formulée de manière très claire, la Soumam, c'est la question de la citoyenneté. Donc on a gommé tout ce qui est identité, on vient d'en parler. On n'a pas fait référence ni au cadre naturel arabo-islamique, ni au principe islamique. Donc c'est le dénominateur commun à la Soumam, c'est la citoyenneté. Pour répondre à... Voilà. Donc c'est pour ça que le congrès de la Soumam a été réactualisé avec les événements, ce qu'on appelle la décennie noire. L'establishment algérien, notamment la hiérarchie militaire, et puis tous les relais médiatiques qui se sont dit, maintenant que l'islamisme est à nos portes, il faut peut-être ressortir un projet. C'est le projet soumamien. Voilà. Mais ils ont fait ça à la carte. C'est-à-dire, on prend le côté séculier, on prend le côté moderne, on prend le côté Algérie, algérien, etc. Mais dans la Soumam aussi, il y a la primauté du politique sur le militaire. Donc, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question sur ces aspects-là. Donc, la Soumam, on a gommé tout ça pour ne retenir que la question de la citoyenneté. Au point de dire, on parle arabe dans un congrès non, pas du tout. Non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Ben a écrit une lettre à un des représentants du FLN à Tunis. Il lui a dit, s'il vous plaît, écrivez-nous en français directement pour que nous n'ayons pas à recourir au service d'un traducteur. Donc, déjà, non, c'est obligé de parler. Il parlait en français déjà. On ne pouvait pas interdire le cabine puisqu'on parlait en français. Ni à la Fédération de France, ni à Alger, ni ailleurs. Tout se faisait en français. Bien sûr, dans certaines wilayas, les dirigeants étaient arabisés. Ali Kafi rédigeait en arabe. Donc il y avait des dirigeants qui rédigeaient en arabe. Oui, alors est-ce qu'il aurait fait un grand homme politique? Bon, d'abord, est-ce qu'il aurait survécu? Voilà. C'est très difficile à dire. C'est vrai que c'est quelqu'un qui est très dur et qui est... y compris, moi j'ai des souvenirs dans la famille, c'était quelqu'un d'extrêmement dur parce qu'il ne supportait pas la moindre entorse à la justice et à l'égalité. Il était capable de se mettre très rapidement, une anecdote, quand il est arrivé, sortant de prison après 5 ans, il est arrivé à la maison, j'ai le souvenir de ces mâchoires-là crispées. Après j'ai su pourquoi, parce que il a entendu dire qu'on avait fait des injustices à son jeune frère dans la famille. Son jeune frère s'est marié, il dormait toujours sur un matelas par terre, alors que lui, il trouve une chambre avec un lit, un sommier, un matelas, un bureau, une armoire, qui existe jusqu'à maintenant. Et tout neuf, prévision de sa sortie de prison. Il a dit, mais moi je ne suis pas marié, c'est Mouloud, c'est mon jeune frère qui vient de se marier. Pourquoi vous... Il a éclaté dans une rage folle. Et il a jeté tout ça, il a mis tout ça dehors, il s'est mis à matelas par terre. Et le soir, quand il est servi, sa belle-sœur, qui lui donne un morceau énorme comme ça, il lui jette pratiquement à la figure, il lui dit non, il n'y a pas de raison. Il faut que... Voilà. Donc je parlais tout à l'heure de l'absolutisation de la révolution, je parlais de la rationalisation, je peux parler aussi de cet égalitarisme utopiste, ce justicialisme utopiste. On lui emmène de la nourriture abjaya quand il était en prison. Il dit à son père, si tu n'amènes pas pour les 10 que nous sommes, c'est pas la peine de nous ramener à manger, tu nous ramènes juste de la galette. Son père lui dit d'accord. La fois d'après, il lui ramène des plats avec de la viande, des chilouh, etc. Il dit, mais il n'y en a pas assez. Il lui dit, tu ramènes tout ça, tu gardes la galette. Voilà un peu, effectivement, c'est quelqu'un qui...
Vous voyez, peut-être qu'il n'aurait pas fait un bon président, parce que pour faire un bon président, il faut quand même être très souple. Et puis pour arriver à être président, il faut déjà être très souple. Je me permets d'ajouter quelque chose, quand même, moi je ne l'ai pas connu, mais en lisant uniquement sa correspondance, on est convaincu quand même de son souci de discuter avec les gens avant de prendre des décisions. Il le dit à plusieurs reprises, je ne peux pas faire ceci parce que les membres des différentes structures qu'il animait devaient être consultés, etc. Donc, je pense qu'il avait un caractère difficile, etc. Mais il avait le souci quand même et puis Ben Khadda lui-même le dit hein, dans un livre qui vient de paraître, il dit qu'ils étaient quand même à Alger, à la zone autonome d'Alger, avec Ben Khadda et Ben Mehdi, ils étaient, comment dire, ils étaient au même pied d'égalité, il n'y avait pas de responsable, mais c'est le tempérament de Abban fait que les autres lui déléguaient presque, ça paraissait naturel qu'il soit mis devant. Donc je pense que derrière un caractère qui devait être un peu difficile, il avait quand même ce souci et puis il avait surtout, et on le voit bien dans ses lettres qu'il a envoyées au Caire, il en avait un peu marre de voir des gens représentés, etc. Un peuple qui combattait sur place avec... il leur dit à un moment, venez mourir avec nous, enfin, à la limite, hein, je veux dire, au lieu de... Donc, je pense qu'il aurait fait quand même, il était plus près à un système démocratique que beaucoup de gens qui ont pris le pouvoir. Hein. Je rajouterai juste une petite chose, c'est quelqu'un qui m'a posé la question. Est-ce qu'il aurait réussi à fédérer toutes les forces nationales dans l'indépendance, dans la région indépendante? J'ai dit, je ne sais pas, parce qu'il n'a pas lu Machiavel. Ou s'il l'a lu, il n'a pas assimilé. Parce que après, les autres dirigeants ont lu Machiavel. On peut dire que c'est un long... Il n'a pas lu Machiavel, je déduis ça parce que quand il a fait son rapport au CCE en août 1956, il donne un véritable coup de pied dans la fourmilière. Où il leur dit, vous dépensez trop, vous vous déplacez en taxi, alors que le peuple crève de faim. Lorsque vous aurez fait votre examen de conscience, à ce moment-là, ce sera le début de notre victoire. Il faut lire ce rapport. Hein. C'est août 57, le rapport au CNRA qui a été d'ailleurs adopté à l'unanimité. Après, c'est le début de sa marginalisation. C'est un peu comme Pascal Olumba, un peu aux Zaïre. Oui, c'est exactement à lui que il parle de... Enfin non, parle de Patrice Lumumba. Il est assassiné aussi. Il est assassiné aussi. Oui, à vous. Oui, je crois que la question que vous allez poser, vous y avez répondu en partie par anticipation. C'est-à-dire pour les générations natives de la guerre ou d'indépendance, il serait souhaitable qu'elles sachent les circonstances dans lesquelles Abban a été tué. Je sais que c'était une mort odieuse. Moi, je n'ai de cesse de poser des questions à mon parent pour en savoir un peu plus. Et c'est vrai qu'il serait peut-être judicieux de faire quelque chose de très solide, de très fouillé. Quant à la mort de Abban, si vous pouvez faire quelque chose, ou alors n'importe quel autre intellectuel. Hein, non, c'est déjà fait. C'est un livre très consacré exclusivement à la crise post-soumanienne, et donc à tous les antagonismes entre Abban et les colonels. Parce qu'Abban était le seul qui les a affrontés, y compris pour défendre Dahleb et Ben Khadda, qui eux n'avaient pas pris son parti. Il a dit nous ne les dame même pas, que dit Dahleb. Il luttait pour nous maintenir au CCE et nous ne lui avons pas prêté main forte. Donc voilà, donc tous ces aspects-là seront évoqués en crise post-soumanienne, marginalisation d'Abban, marginalisation politique, ensuite, j'allais dire même mise en quarantaine physique, avec des témoignages très circonstanciés, très détaillés, et puis la mise à mort, la décision de mise à mort, ceux qui l'ont prise, ceux qui l'ont avalisée, et la façon dont ça s'est passé. Vous lirez tout ça dans le prochain livre. Très bien.
avec les nombreux témoignages avant et après. Et alors, je peux tout juste, si vous voulez, donner un détail, c'est que les colonels, qui ont tous disparu depuis la mort de Montauban, qui disent nous avons un PV. C'est-à-dire ils se sont réunis pour dire on va éliminer Abdel. C'est faux. Ils l'ont d'abord éliminé et puis après ils se sont dit qu'est-ce qu'on va faire maintenant. Et ils se sont réunis en janvier 1958 pour rédiger un PV. Et dans ce PV, ils disent s'il y a des réactions, nous allons prendre des mesures. On va destituer les politiques du CCE, on va, quelle que soit la personne qui réagit, il y a une réponse, y compris des réponses sur le plan coercitif. Des gens comme Fanon ne se sentaient pas en sécurité. Massé dit qu'il était sur une liste probable de gens qui pouvaient être éventuellement supprimés s'ils venaient à parler. Parce que Fanon pouvait parler à l'extérieur. Donc tous ces aspects-là, rassurez-vous, ils sont développés dans le prochain livre. Il se trouve que voilà, j'ai ces livres-là notamment, et même le premier, ont connu un grand succès éditorial, mais n'ont tiré aucune conclusion. Je vis toujours modestement avec mon petit salaire de médecin. Donc, et j'attends que, si vous voulez, qu'il y ait un peu de distance, et le prochain livre sortira, je pense, dans le courant de l'année prochaine. Et vous aurez tous les détails. Alors, une toute dernière question. Oui, alors, très courte. Hein. Vous avez parlé des lectures de Abbad. Vous avez parlé de la Révolution irlandaise. Parmi les autres lectures, est-ce que vous pouvez me confirmer, parce que j'ai entendu comme ça de bouche à oreille, disant qu'il a lu pendant son séjour en prison, est-ce qu'il aurait lu L'État et la Révolution de Lénine? Est-ce que c'est des personnes qui me disent ça alors? Je pense que quelqu'un qui se prépare à faire une révolution, il a dû aller toucher à tout ça. Mais je ne sais pas ce qu'il a lu. J'aurais pu le savoir si j'avais eu l'âge de compiler tout ce qu'il a amené comme livre. J'ai le souvenir, après le passage de détachement de l'armée, qui sont venus mettre notre maison à sac, et j'ai le souvenir de feuilles qui volaient en l'air, des livres déchirés qui ont été balancés, et nous n'avions pas conscience de l'importance de ces livres, et tout ça est parti. La comparaison, c'est que toutes ces affaires sont parties englouties, néantisées comme sa propre personne à un certain moment et son propre corps, bien sûr. Heureusement que le symbole est au niveau visible et présent. Monsieur, est-ce que vous avez eu accès aux archives françaises? Je ne suis pas historien, donc je le dis dans mes livres, je ne travaille pas sur les archives, je travaille sur des faits avérés pour lesquels je change d'angle de vue et j'allais dire d'objectif au sens même optique du terme, mais je n'ai pas travaillé sur les archives. Travailler sur des témoignages, c'est plus une approche mémorielle qu'une approche à partir des archives. Alors, je vais te poser une toute dernière question. Puis, on ne va pas parler des trois, mais Ben Bella en particulier, puisque ça a l'air d'être le personnage. Quelle est la raison principale de sa haine de Aben? C'est vraiment le sujet du livre. Pourquoi il a traîné cette haine jusqu'à la fin? D'abord, le fait qu'il n'ait pas assisté au Congrès national. Deuxièmement, Aben le méprisait. Moi, je pense que c'est l'une des raisons fondamentales. Aben l'a traité à plusieurs fois de traître, il le méprisait, et puis il a à chaque fois rabaissé. Monsieur se prend pour des majors contre Madame. Et puis, je te dis, le fait que ce livre a été publié par la suite, en entretien, c'est comme si Ben Bella était subitement replongé dans l'ambiance des bords du Nil des années 50, des années 55-56. Et là, je pense que toute l'animosité, il se vouait l'un à l'autre, l'autre il pouvait malheureusement pas la faire ressurgir. Ben Bella, par contre, tout est remonté en surface et il a vomi tout ça sur un plateau de télévision à Jazeera. Voilà. Donc c'est le Congrès national essentiel. Et puis le mépris que vouait Aben Moi, c'est juste par rapport à sa dépouille. Est-ce que la famille a fait des recherches pour la récupérer? Voilà.
l'État n'a pas pu la récupérer. L'État lui-même. Ouais, ça c'est sûr. L'État, non, mais l'État, parce que Chandi Ben Jadid a fait un travail de mémoire. En 84, il a ramené toutes les dépouilles des dirigeants, quelle que soit la cause de leur mort. Surtout ceux qui sont morts dans des conditions douteuses, tués par leurs frères, etc., dont Abdel. Et donc une délégation a été envoyée au Maroc. Et d'ailleurs, je l'ai su récemment, l'endroit qu'on leur avait indiqué était vide. Mais moi, je sais, mon enquête personnelle, c'est qu'à l'endroit où il était enterré, après sa mort, il a été furtivement, rapidement enterré. Il a été enlevé par la suite. Il a été enlevé et, selon mes informations, il aurait été jeté dans la mer d'Alboran. Vous avez fouillé les caves de la gendarmerie? Pardon? Est-ce que vous avez regardé dans les caves de la gendarmerie? Non. C'est possible. Donc la tombe de l'Alia, le tombeau de l'Alia, qui est d'ailleurs en première ligne, à côté de Ben Mahidi et de Abbas, c'est deux proches, c'est deux amis les plus proches, séparés d'ailleurs d'une tombe de Krim et de Moussouf, ils sont sur la première ligne. Voilà, le symbole est là, mais le corps point. Donc c'est une condition, puisque je sais que le corps a été néantisé, c'est-à-dire il n'existe pas. Juste une petite question. Par rapport aux gens qui l'ont exécuté à l'époque, est-ce qu'il y a encore des survivants? Enfin, les gens qui sont, voilà, qui ont été exécutés. Est-ce qu'il y a déjà des survivants? Vous parlez des exécutants? Oui, oui. Oui, mais peu importe la question, peu importe ça. C'était des gens qui ont reçu l'ordre de le faire, ils l'ont fait. Voilà. Sinon, ils seraient eux-mêmes exécutés. Est-ce qu'ils sont toujours vivants ou non? Je ne sais pas. Oui, parce que la réponse n'a pas d'importance. Les commanditaires ont tous disparu. Voilà, merci beaucoup, merci Belaïd, tu reviens quand tu veux. Puis voilà, Belaïd va signer son livre là, et puis on va prendre un coup de l'amitié avec peut-être. Merci. Avec plaisir. Comment? Ah oui, pour le... Ça m'a fait peur.